Bonjour, messieurs. Séance du CDRS, du CRC, Non, pardon, du non. Cercle du renouvellement constitutionnel, consacré aujourd'hui, mercredi 17 juillet 2024, à un débat ouvert dans, je dirais, la filière de la loi en pratique. Donc, suite de la série proposée par Christian, volet numéro 7, sur les codes juridiques et ce qui se produit en termes d'inflation législative, c'est-à-dire de l'augmentation, on ne va pas dire exponentielle, mais très très conséquente du nombre de textes législatifs et réglementaires. Mais Christian va nous exposer ça de façon plus précise et détaillée que je ne pourrais le faire. À toi la parole, Christian. Merci. Alors, c'est un exposé plutôt didactique, informatif que polémique, ou tout au moins dans un premier temps. Parce qu'après, je dirais, une difficile circulation dans la monstrueuse usine à gaz, constituée par les 74 codes juridiques et les 11 000 lois et 127 000 décrets et règlements qu'ils contiennent, ces 74 codes juridiques, 11 000 lois, 127 000 décrets. Alors, à peu près, c'est une estimation que j'ai personnelle, que j'ai fait à la louche. D'ailleurs, il est impossible de trouver le chiffre exact relatif à cette totalisation. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces 140 000 règles coercitives? Eh bien, elles codifient rien moins que les moindres actions de notre vie quotidienne. Donc après cette circulation dans ce labyrinthe, un certain nombre de questions, celui qui s'y risque ou qui se régale à le pénétrer, aussi, on peut voir ça comme soit comme quelque chose de rébarbatif, soit comme quelque chose de plaisant. Un certain nombre de questions qui nous surgissent à l'esprit. Quelles sont les sources de la loi? Quelles sont les limites de la loi? La loi est-elle encadrée par des principes supérieurs? La loi peut-elle tout faire? Autant de questions introduisant déjà une problématique que je dénomme le droit de la loi. Alors, je ne sais pas si c'est une... je n'ai pas trouvé ailleurs d'autres textes qui introduisaient ce concept. Alors, je me permets de dire que c'est moi qui l'introduis jusqu'au moment où je serai contredit. Droit de la loi, bon, que j'aborderai dans le chapitre final de cette série sur l'anthropologie de la loi. Aujourd'hui, je vais vous décrire un petit peu ce maquis juridique et législatif. Alors, à la question d'où vient la loi, quelles sont ses limites? Alors, une idée couramment admise, c'est que la loi puise sa source essentiellement dans la protection de la société contre les nuisances issues de l'activité, des agissements citoyens. Et cette idée, ça vient d'une lecture de la DDHC qui effectivement suggère, notamment alors, dans son article emblématique de ce point de vue-là, c'est-à-dire l'article 5, que je vais vous lire. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Donc trois injonctions ou trois locutions, trois idées voilà, qui sont exposées dans cet article 5. La première idée, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Bon, ça c'est une injonction, très, très clairement. Et en fait, ça définit ce que c'est qu'une loi d'interdiction. Ça définit les lois d'interdiction. Ça donne la caractéristique de la loi d'interdiction. Or, on sait que les lois peuvent se répartir en deux grandes catégories, des lois d'interdiction et des lois d'obligation, c'est-à-dire des règles coercitives qui interdisent de faire quelque chose, et d'autre part, des règles coercitives qui obligent à faire quelque chose.
Et donc l'article 5, pour l'instant, ne nous parle que des lois d'interdiction. On verra qu'on ne nous parle pas des lois d'obligation, ou qu'on nous en parle de façon tronquée. Je vais y venir. En nous disant quelque chose d'assez clair en première analyse, mais on verra qu'en deuxième analyse c'est beaucoup moins clair, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de loi d'interdiction que pour interdire des actions qui sont nuisibles à la société. Alors on a déjà vu bien sûr cela lorsqu'on a étudié en détail la DDHC, et on a vu que tout repose finalement sur le concept de nuisance qui n'est pas défini en tant que principe dans la Constitution, mais qu'on va retrouver décrit et évoluant au gré des ans et au gré des majorités ponctuelles dans sa définition. C'est-à-dire ce qui est nuisible à un moment peut ne plus l'être à un autre moment. La deuxième idée, c'est tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Alors, cette idée, qui au départ a l'air d'un truisme, et notamment en 1789 quand elle est énoncée pour la première fois, mais aujourd'hui où chaque fois qu'on agit, qu'on fait quelque chose, voire chez soi d'ailleurs dans son domaine privé, on se demande si on a bien le droit de le faire. Alors là, on regarde la deuxième proposition de l'article 5 qui nous dit que tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Donc, si vous voulez savoir ce que vous avez le droit de faire, il faut tout simplement lire les 140 000 règles coercitives pour savoir si ce n'est pas interdit de le faire. Voilà ce qu'on retire de cette deuxième partie de l'article 5. Et la troisième partie nous dit « Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas. » Or, on ne nous donne pas de définition de la loi d'obligation. Autant l'article 5 de DDHC a introduit la notion de loi d'interdiction, autant il n'introduit pas du tout la notion de loi d'obligation, et donc dire qu'on ne peut être contraint à faire ce qu'une loi n'ordonne pas, il n'y a pas, je dirais, d'interprétation logique de cette phrase tant qu'on ne nous aura pas dit qu'il existe d'abord, qu'il peut exister des lois qui ordonnent de faire quelque chose. Voilà. Donc là, il y a une grande point d'interrogation sur la troisième proposition de cet article 5 que je vous donne comme ça, que je vais vous lire comme ça tel quel, et dont éventuellement on débattra si vous pensez que c'est intéressant de le faire. Alors ensuite, il y a quelques autres articles dans le DDHC qui traitent de ce problème de qu'est-ce qu'on peut mettre dans la loi, mais pas vraiment. Alors bon, je les cite quand même pour mémoire, afin d'être exhaustif sur cette question. L'article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Bon, ça n'apporte rien. Hein. On regarde ce qui est écrit, on voit si ça a rapport avec notre sujet. Ça n'a pas de rapport avec le sujet. Ensuite, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Non, ça n'a pas de rapport. On cherche un peu plus loin, article 7, nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Bon, ça n'apporte pas de réponse à nos questions sur source de la loi, limite de la loi. Qu'est-ce que la loi peut faire? Article 8, la loi ne doit... Alors l'article 8, c'est un article moi, qui me laisse dans une perplexité encore plus grande qu'au moment où j'ai fait l'analyse critique de la DDHC. À la relecture de cet article 8, je rentre vraiment en méditation profonde. L'article 8 dit « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Alors, plus tard dans nos cheminements, et notamment les cheminements, disons, d'analyse juridique, et notamment dans les études de recours constitution, nous avons été amenés à découvrir certaines jurisprudences du Conseil constitutionnel ou des argumentations dans le cadre de certaines saisines qui se basent sur cet article 8 en disant que telle proposition de loi d'interdiction, n'est pas conforme à l'article 8 parce que l'article 8 dit qu'on ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Et que donc, si on estime qu'une peine n'est pas nécessaire, l'article 8 interdit d'établir une loi définissant une telle
tel type d'incrimination. Voilà, je n'en dirai pas plus à ce niveau-là. Viennent ensuite les articles 10 et 11, hein, qu'on lit toujours ensemble, parce qu'ils sont comme deux articles jumeaux. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc, là, la DDHC dit qu'on ne doit jamais légiférer contre la liberté d'opinion, même religieuse, mais que, en dessous de la loi, c'est-à-dire la loi qui peut être fabriquée à tout moment par n'importe qui quasiment, peut établir un motif de limiter, c'est-à-dire d'établir des interdictions à la liberté d'opinion, si on estime que ça trouble l'ordre public. Et bon, ça on l'a déjà vu, donc je passerai très rapidement là-dessus. On n'a pas de définition nulle part du trouble à l'ordre public. Et l'article 11, son frère jumeau, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Alors, c'est-à-dire qu'on peut parler, écrire, imprimer librement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire de parler. La loi n'a pas le droit d'interdire d'écrire. La loi n'a pas le droit d'interdire d'imprimer, sauf si celui qui parle, celui qui écrit et celui qui imprime abuse de cette liberté. Dans des cas, lesquels, on verra ça dans la loi ordinaire. Et puis, pour terminer, l'article 17, qui nous dit que la propriété est un droit inviolable et sacré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire le droit de propriété, sauf si l'État, la puissance publique, alors légalement constaté, c'est-à-dire après une étude avec des experts, juge que l'intérêt supérieur de la nation, peut s'affranchir de cette interdiction d'aliéner la propriété, et donc peut, de ce point de vue-là, aliéner la propriété. Alors, ça, c'est pour les principes, hein, c'est pour les principes qui sont à la source de la loi. On aura peut-être, dans le cadre de nos échanges, le loisir de voir est-ce que ce sont des principes ou est-ce que ce sont des fumées, des écrans de fumée. Maintenant, dans la C58 plus précisément, on a une définition cette fois des domaines de la loi. Donc d'une part, qu'est-ce que la loi peut faire? Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire? Pas le droit de faire ça, en principe on le trouve dans la DHC. Et puis la deuxième question, quels sont les domaines qu'on peut légiférer? Ce sont deux choses différentes, hein, parce qu'on peut très bien dire on n'a pas le droit de légiférer dans tel domaine. Par exemple, je vais essayer d'être pas trop théorique et d'être plus pratique, plus précis. On pourrait dire on n'a pas le droit de légiférer dans le domaine privé. C'est-à-dire quand je suis chez moi, hein, disons dans un domaine privé, disons à l'intérieur, à l'abri des regards, j'ai le droit de faire ce que je veux. Bon, par exemple, je ne dis pas que je suis pour ça, mais c'est pour préciser qu'est-ce que c'est que le domaine de la loi. Et puis, par contre, dans le domaine public, on a d'autres types de législation qui peuvent se faire. Alors, la loi peut intervenir dans un certain nombre de domaines, et c'est l'article 34 de la C58 qui détermine ces domaines. Alors, il y a 4 paquets. Le premier paquet, c'est les droits civiques. Alors, je vais aller très vite. Les droits civiques, les libertés fondamentales, le pluralisme et l'indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens, l'État et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités, la détermination des crimes et délits, ainsi que leurs peines, ainsi que les peines qui leur sont applicables, c'est-à-dire l'incrimination, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats, l'assiette, le taux et les modalités de l'impôt, et le régime d'émission de la monnaie. Voilà, ça c'est le premier paquet de domaines dans lesquels la loi peut être domaine dans lequel on peut créer des lois. Créer des lois qui doivent respecter les principes qu'on vient d'identifier dans la DDHC. Voilà. C'est pour bien distinguer le domaine de la loi et les principes. J'ai été très vite sur cette énumération, je m'arrêterai simplement
simplement sur la première rubrique qui s'appelle les droits civiques. Alors, les droits civiques, on ne sait pas ce que c'est. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Non, si on tape sur Google, quelque chose comme ça, si on tape sur la tablette, on va avoir des choses qui vont sortir. Mais je veux dire par là que nulle part, dans par exemple, la Constitution, on nous dit ce que c'est que les droits civiques. Hein, voilà. Bon. Alors, droits civiques, on lit quelque part que c'est le droit de vote, d'élection d'éligibilité, le droit de porter une décoration, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être juré, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, le droit de faire partie d'un conseil de famille, d'être un tuteur, d'un curateur, le droit de port d'armes, le droit de faire partie de la garde nationale, le droit de servir dans les armées françaises. C'est savoureux. Et le droit d'enseigner et d'être employé dans tout établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant. Ça, c'est les droits civiques. Mais ces droits civiques qu'on trouve comme ça en tapant sur Internet, sur Wikipédia, ils ne sont définis nulle part dans aucun code. Voilà. Et puis, le deuxième type de domaine de la loi, qui fait partie du premier paquet, sur lequel je vais m'arrêter quelques instants, c'est les garanties fondamentales. Pareil, les garanties fondamentales qui sont qualifiées un petit peu plus précisément en garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Alors, les libertés publiques, les garanties fondamentales, c'est le droit d'exercer des libertés publiques. Et les libertés publiques, c'est exactement comme les droits civiques, on ne sait pas ce que c'est. Elles ne sont définies nulle part. Alors, le Larousse nous dit, comme ce n'est pas défini dans les codes juridiques, on va avoir le Larousse, il nous dit les libertés publiques, c'est l'ensemble des droits fondamentaux proclamés et reconnus aux personnes et aux groupes face à l'État. Et il met entre parenthèses, grosso modo, c'est la DDHC. Voilà ce que dit voilà. Donc, ça se mord la queue. Les garanties fondamentales, c'est ce qu'a le droit de faire le citoyen vis-à-vis de l'État et inversement. Et tout ça, c'est dans la DDHC. Donc, c'est au niveau des principes que ça se joue. Bon, tout ça, c'est un capharnaüm assez quand même stupéfiant, c'est inquiétant dans le cadre de l'étude de la C58. Alors ça, c'est le premier paquet. Le premier paquet de ce que les domaines que peut investir la loi. Il y a un deuxième paquet qui est le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives, la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. Voilà. Ça, c'est un deuxième paquet de domaines dans lesquels la loi peut légiférer. Enfin, domaines dans lesquels on peut mettre des lois. On peut réglementer par des dispositions législatives. Ensuite, il y a un troisième paquet. En fait, je vous lis l'article 34. Hein. C'est l'Organisation générale de la défense nationale, l'administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources, c'est ce qu'elles ont le droit de faire et comment est-ce qu'elles sont financées, des lois sur l'enseignement, donc l'éducation nationale, la préservation de l'environnement. Alors ça a été ajouté après, en 2005, lorsqu'on a annexé la charte de l'environnement au bloc constitutionnel. Vous savez que ça a généré un certain nombre d'inserts, et notamment celui-ci, dans l'article 34, dans le troisième paquet, donc en quatrième position, la préservation de l'environnement. Le régime de la propriété et des droits réels. Les droits réels, c'est les droits sur les biens. Les droits réels par rapport aux droits physiques. Voilà. Les obligations civiles et commerciales, le droit du travail, le droit syndical et le droit de la sécurité sociale. Et puis, il y a un quatrième paquet qui, alors ça c'est mon interprétation, qui est une extension de la notion de loi, parce qu'il définit
des règles qui, à mon sens, ne sont pas des lois. Mais ça, c'est encore un autre débat qui est parallèle, mais qui n'est pas forcément centré sur mon propos d'aujourd'hui. C'est trois choses: les lois de finances, ce qu'on appelle la loi de finances, qui en fait détermine les ressources et les charges de l'État. Alors, j'ai entendu une fois que dans la loi de finances, on détermine les taux. Non, on ne détermine pas les taux dans la loi de finances. Les taux, ils sont déterminés dans le deuxième paquet, que j'ai cité tout à l'heure. Non, la loi de finances, elle prend acte à peu près en septembre-octobre du résultat chiffré de la perception fiscale. Elle dit voilà, nous avons engrangé 280 milliards avec l'IRPP, la TVA, l'IS, etc., les CPIP. Et voilà, donc on va en donner 30 milliards à l'armée, 60 milliards à l'éducation nationale, etc. Donc l'Assemblée nationale vote cette répartition et on appelle ça une loi. Bon, à mon sens, c'est pas une loi. Bon, ça, c'est autre chose. Ensuite, il y a les lois de financement. Alors ça, c'est une variante. Les lois de financement de la sécurité sociale, c'est pareil, sauf que la sécurité sociale, c'est quelque chose d'à part. Vous savez que c'est une entité sui generis qui a un statut qui n'appartient qu'à elle, moitié privée, moitié associative, moitié étatique, c'est géré privé, mais c'est réglementé par l'État, etc. Bon, et donc les lois de financement, tout ce qui concerne le financement de la sécurité sociale, c'est l'Assemblée nationale qui le détermine, c'est-à-dire qui prend de l'argent là où il y en a. Alors là, pas dans le budget central, mais dans les prélèvements obligatoires. Voilà. Et ça s'appelle la loi du financement de la sécurité sociale. Et puis le troisième volet, c'est ce qu'on appelle les lois de programmation, qui sont pas des lois, puisqu'elles, comme le dit d'ailleurs la C58, moi je vous lis ce qui est écrit, les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État, les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies également par les lois de programmation, c'est-à-dire que la loi de financement, la loi de finances, elle tranche, mais avant, il y a eu une loi de programmation qui dit qu'il faudrait augmenter les budgets de l'armée, il faudrait diminuer, voilà. Et la Constitution ajoute même les lois de programmation s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. Donc là, on donne des objectifs. Ça me rejoint en fait quelque chose qu'on avait soulevé la semaine dernière, me semble-t-il, c'est-à-dire dans la Constitution, est-ce qu'il doit y avoir des injonctions ou bien des souhaits comme ça? Voilà, bon, ben là, on est dans le souhait, on voudrait bien que les comptes soient équilibrés. La Constitution dit qu'elle souhaiterait que les comptes soient équilibrés. Alors, bon, je vous signale en passant que Moscovici vient de dire hier qu'il y avait alerte rouge au niveau des comptes, dans la Cour des comptes, qui généralement quand même est assez mensuétude avec le déficit budgétaire. Là, la Cour des comptes dit qu'il y a un déficit budgétaire qui est gravissime. Voilà. Donc, c'est inconstitutionnel, on pourrait dire, d'une certaine mesure, pour rejoindre aussi autre chose qui a été dit, je pense, dans le cadre de la Constitution, c'est-à-dire qu'on pourrait incriminer les gouvernements, pourquoi pas le président de la République, à partir du moment où il y a un déficit public qui dépasse un certain pourcentage, et donc du coup qui ne s'inscrit pas dans l'objectif d'équilibre des comptes qui est indiqué en toutes lettres dans l'article 34 de la C58. Bon, et donc ça pourrait être tout simplement un délit passible d'une peine à déterminer. Voilà. Bon, mais tout ça étant dit, en fait, peu importe de bien comprendre le sens exact de cet article 558, c'est-à-dire est-ce que c'est précis cette définition, est-ce que ces domaines, est-ce qu'il y a des domaines autres que ceux-là qui ne sont pas listés, bon, puisque de toute façon on a déjà vu, alors dans le chapitre 2 de cette série sur l'anthropologie de la loi, alors ça remonte déjà à plusieurs mois, chapitre 2 qui était consacré à la distinction entre la loi et le règlement. Eh bien, on a vu que l'article 37, qui est tout de suite après l'article 34,
La Constitution précise quoi? Qui précise que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, c'est-à-dire tout ce qui peut être autre que ce qu'on vient de décrire dans le premier paquet, le deuxième paquet, le troisième paquet, le quatrième paquet, eh bien, on peut légiférer quand même dessus, mais ça s'appelle du règlement. Hein? Voilà. Donc, on peut légiférer sur absolument tout. Il y a une petite subtilité, je dirais qu'une pinerie, une chicaillerie qui complique la compréhension des institutions. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'appellent loi et un autre qui s'appelle règlement. Mais on peut légiférer sur tout. Voilà. Alors, soit dit en passant, qui tranche les litiges entre le gouvernement a pris un décret en disant que c'est un règlement, mais en fait ça relève du domaine de la loi, parce que moi je lis l'article 34 et je dis ce décret que vous avez pris, bon, il est relatif au numéro 7 du premier paquet, et donc il faut que ce soit l'Assemblée nationale qui le détermine, et qui le vote, en tout cas. C'est-à-dire que bon, le gouvernement peut le proposer, parce que le gouvernement partage l'initiative des lois avec les députés, mais voilà, en fait, le gouvernement n'aurait pas dû prendre ça. Alors, en principe, personne ne dit. Alors, il n'est écrit nulle part, il est écrit nulle part dans la Constitution qu'il y ait une instance en capacité de trancher sur ce domaine-là m'appartient à moi, gouvernement, non, ce domaine-là m'appartient à moi, Assemblée nationale. Mais le Conseil constitutionnel, fidèle, disons, à son auto-jurisprudence, par un certain nombre d'arrêts, qui ne sont pas contestables, puisque les arrêts du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles d'appel, a dit, écoutez, moi, si j'ai envie, je peux dire au gouvernement que ce qu'il vient de décider est un domaine qui n'est pas un domaine du règlement et que donc il faudra décider via l'Assemblée nationale. Alors bon, ça reste à vérifier, ça reste un grand débat. Alors, excuse-moi, mais c'est écrit en toutes lettres dans l'article 37, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel s'attache la possibilité de renvoyer au Conseil d'État un règlement, le règlement justement du règlement, c'est-à-dire que c'est le Conseil d'État qui va sanctionner le litige. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui dit qu'il y a litige et qui renvoie au Conseil d'État. Alors, tu peux lire l'article. Tu peux dire l'article 37 très exactement? Excuse-moi. C'est pas l'article 37, hein, parce que l'article 37 ne traite pas du Conseil constitutionnel. Ben oui. Attends, voilà, Constitution. Les textes de forme législative intervenus dans ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviennent. Attends. Alors, on va. Ok. Alors, je pense que là, il y a matière à débat. Donc, on se le garde sous le coude et on va en parler après, d'accord? D'accord. Ok. Hein? Voilà. Puisque donc, bon, j'avais pratiquement terminé. Puisque le titre de mon intervention, c'était l'inflation législative. Bon, je voulais faire une lecture des codes juridiques. Je pense que ce n'est pas inutile parce qu'on dit qu'il y a 74 codes juridiques. Voilà. Bon. Alors, là, j'ai déterminé en deux paquets. Hein, donc, il y a un premier paquet de codes juridiques qui sont les suivants. Le code civil, code de commerce, code de l'artisanat, code des assurances, code de l'environnement, code des impôts, avec ces quatre annexes, code des procédures fiscales, code des impôts et code des procédures fiscales, bon, c'est deux codes qui sont liés, code du patrimoine,
le code pénal et le code de procédure pénale, donc deux codes différents, mais des codes qui sont articulés entre eux, le code de la route, le code rural et le code de la pêche maritime, le code de la santé publique, le code des transports, le code du travail, le code de l'urbanisme et de la voirie routière, donc code de l'urbanisme et code de la voirie routière, code de la construction et de l'habitat, là c'est un seul code, code de la sécurité intérieure, code de la police, hein, code de la sécurité sociale. Voilà. Et puis, une deuxième série de codes que je considère, enfin pas moins important, mais un petit peu plus particulier, le code de l'aviation civile, le code du cinéma et de l'image animée, le code des communes, le code de la consommation, le code de la défense, le code de déontologie de la police et des agents de police, le code de déontologie des architectes, le code de déontologie des professionnels d'expertise comptable. Donc, on a 3 professions en France qui ont droit à un code de déontologie. Ce sont les 3 seules professions. C'est la police, les architectes et les experts comptables. Bon, c'est bien de savoir. Le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, le code du domaine de l'État, le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le code des douanes, le code de l'éducation, le code électoral, le code de l'énergie, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le code de la famille. Alors, dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, on va trouver les motifs qui peuvent être invoqués par l'État pour exproprier. Le code de la famille et de l'aide sociale, le code forestier, le code de la propriété des personnes publiques. Alors, le code de la propriété des personnes publiques, c'est le code de la propriété de ce que possède l'État, hein, c'est-à-dire les bâtiments publics, etc. L'État et les collectivités territoriales, qu'on appelle des personnes publiques. Le code des collectivités territoriales, le code des instruments monétaires et des médailles, le code des juridictions financières, le code de justice administrative, le code de justice militaire, le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, le code des marchés publics, le code minier, le code monétaire et financier, le code de la mutualité, le code de l'organisation judiciaire, le code des pensions civiles et militaires de retraite, des pensions de retraite des marins français du commerce ou de plaisance, des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre, le code des ports maritimes, le code des postes et des communications électroniques, le code de la propriété intellectuelle, le code de la recherche, le code du service national. Alors, bon, il existe encore, parce que le service national peut être réintégré à tout moment. Je précise que la conscription n'est pas abolie au niveau de la Constitution, simplement la loi. Bon, la loi, elle peut changer du jour au lendemain. Le code du sport, le code du sport, le code du tourisme et le code du travail maritime. Voilà. Alors, en guise de conclusion, je dirais que ce domaine, alors c'est une conclusion en forme d'inquiétude, hein, ce domaine réglementaire risque, alors on a parlé du domaine réglementaire, risque fort, à mon avis, de s'agrandir encore dans les temps à venir au détriment de la production de l'Assemblée nationale, dans la perspective de l'absence de majorité susceptible de voter les lois. Ça veut dire que si on s'installe durablement dans une situation où il n'y a pas de majorité stable, ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, hein. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse pas, qu'on ait du mal à voter les lois, voilà, parce qu'il y en a 140 000, je pense qu'on pourrait faire une pause. Mais en tout état de cause et par rapport à la mécanique de cette affaire, si l'Assemblée nationale ne veut pas voter les lois, eh bien, ceux qui sont en train de lutter pour avoir le pouvoir ont déjà annoncé qu'ils se passeraient de l'Assemblée nationale et qui légiféreraient par décret. Voilà. Bon. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à ce que le domaine réglementaire devienne tout puissant dans le domaine de la fabrication de la règle coercitive. Et comme c'est un règlement, ça s'établit un trait de plume
contrairement à une loi qui doit être présentée sur le bureau de l'Assemblée nationale, partir au Sénat, navette aller-retour, création d'une commission spéciale, amendement sur amendement, etc., etc. Ça prend des semaines, des semaines. Par contre, un décret, eh bien, un technocrate, même pas élu, peut l'écrire de coups de cuir à peau, et il peut s'imposer en tant que loi coercitive avec la même puissance et la même, je dirais, application de sa sanction qu'une loi votée par l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est là-dessus qu'on se dirige, et c'est un avenir qui me paraît assez lourd d'inquiétude. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. Peut-être comme Jean-Charles a commencé sur l'article 37, on peut peut-être y aller tout de suite dans la foulée. Je vais le présenter en parallèle. Vas-y, Jean-Charles. Excuse-moi, j'étais en train de rapatrier sur un document ce... Non, mais je vais le présenter. Ça sera plus simple. Vous le voyez ? Oui. Alors, donc oui, je le lis. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. C'est ce que disait Christian. Et ensuite, à savoir qui pouvait disposer de cette discrimination entre loi et caractère réglementaire. Alors, le paragraphe en dessous est plein de nébulosité, mais on va essayer de le comprendre. Les textes de forme législative intervenus en ces matières, donc les matières autres que celles du domaine de la loi, c'est-à-dire les textes de forme législative intervenus dans les matières réglementaires, si on veut bien comprendre, ou prétendument réglementaires, peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil d'État. C'est-à-dire le Conseil d'État va donner son avis sur le décret, mais pas sur le fait qu'il passe par décret ou pas. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, bon ça on enlève. Alors ceux de ces textes ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. Alors, c'est le Conseil constitutionnel qui a le privilège de déclarer si un texte a un caractère réglementaire ou pas. Voilà. Donc, moi, ce que je comprends, mais vous allez m'éclairer parce que c'est vraiment assez compliqué. Grosso modo, le Conseil constitutionnel a le privilège de décider qu'un texte relève ou pas du domaine réglementaire pour qu'il puisse être ou pas renvoyé à décret avec ou sans avis du Conseil d'État. Voilà, c'est complètement... c'est difficile à comprendre, mais enfin voilà, c'est ce qui est à dire sur cet article 37. C'est vraiment de l'argutie, ça donne lieu à des arguties juridiques étranges, certainement. Voilà, un commentaire si vous voulez. Est-ce que je comprends bien ce qu'il y a à comprendre? Voilà. Alors, je vais donner mon interprétation, puis sans doute Luc. Alors, les textes de forme législative intervenus dans ces matières, c'est-à-dire les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale. Le premier paragraphe dit qu'il y a des matières qui sont tout ce qui n'est pas compris dans l'énumération de l'article 34, c'est un caractère réglementaire. Bon, très bien. Point à la ligne. Maintenant, on dit autre chose. On dit les textes de forme législative, c'est-à-dire les lois de forme législative, intervenues en ces matières, c'est-à-dire des matières qui n'ont pas un caractère réglementaire. Voilà, oui, c'est vrai, oui. Peuvent être modifiées par décret après avis du Conseil d'État. Ça veut dire que le gouvernement, lorsqu'il y a une loi qui sort, le gouvernement peut modifier cette loi par décret. Alors, il demande avis au Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ne peut valider ça que si il considère que la modification ce qu'il y a dans la modification est du domaine réglementaire.
Moi, c'est ce que je comprends. Oui. Je crois que c'est une meilleure Donc, interprétation. Une c'est meilleure dans le lecture. cas, Oui. c'est dans le cas où le gouvernement retoque lui-même une loi. En fait, un décret d'application, c'est rien d'autre hein, que ça. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une loi qui sort de l'Assemblée nationale, elle n'est pas applicable. Elle n'est pas applicable tant qu'elle n'a pas reçu, parce qu'on n'a pas fait encore de débat sur les décrets d'application. Une loi, derrière, il y a, peut-être le chiffre va être contredit, mais il y a un bon tiers de lois qui ne sont jamais appliquées parce que le gouvernement ne produit pas le décret d'application. Pour des raisons X ou Y, ne serait-ce que par des raisons d'embouteillage. Donc, tant qu'il n'y a pas le décret d'application, la loi ne peut pas être appliquée. C'est quelque chose qui n'est pas connu, ça, mais qui est extrêmement important. Bon. Et donc, le gouvernement prend compte une loi qui sort de l'Assemblée nationale et il fait un décret d'application qui modifie la loi. Bon. Et donc, il demande à l'avis du Conseil d'État, il dit la modification que je fais, je la fais bien, je la fais parce que j'y ajoute quelque chose, je modifie quelque chose qui est qui est différent de ce qui était énuméré dans l'article 34 et qui donc relève du domaine réglementaire. Et donc, je peux le faire. Et le Conseil constitutionnel, lui, ensuite, il vérifie tout ça. C'est-à-dire qu'il peut éventuellement contrer. Si le Conseil d'État a dit qu'il était d'accord, le Conseil constitutionnel peut contredire en disant non, le décret que vous avez fait là, qui modifie le dernier alinéa de la loi, vous avez pas le droit parce qu'on est toujours dans le domaine de la loi et pas dans le domaine réglementaire. Voilà. Mais bon, c'est vrai que. Merci. Oui. Moi, personnellement, je pense que cette partie n'a pas de sens. Cette partie n'a pas de sens pour moi, parce que la forme législative, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est les textes qui ont une forme législative. Ce ne sont donc pas des lois en tant que telles, parce que sinon, le terme forme législative n'intervient qu'une seule fois, et ici, dans le truc. Donc, ce seraient des textes donc, qui auraient une forme législative, d'accord, qui ressembleraient à une loi, quelque part, mais qui sont intervenus en ces matières. C'est-à-dire, dans les matières telles qu'on les voit juste au-dessus, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi. Donc, ont par nature un caractère réglementaire. Donc, ce seraient des textes qui auraient la forme d'une loi, mais qui seraient intervenus dans des matières qui sont en dehors du domaine de la loi. C'est déjà un petit peu bizarre, hein. On ne sait pas trop ce que ça peut être, puisque déjà la loi, ça couvre déjà énormément de choses. Déjà, hein, on voyait que. Mais des fois qu'il y aurait d'autres matières, c'est couvert par le règlement. Donc, comme ça, tu as une couverture totale. Mais là, en plus, ça rajoute à ça. Et du coup, des choses qui étaient déjà de matière réglementaire, c'est-à-dire des décrets, des ordonnances, des arrêtés, des choses comme ça, peuvent être modifiés par décret. C'est-à-dire c'est des décrets, mais qui auraient la forme de loi, mais qui pourraient être modifiés par décret. Enfin, pour moi, cette partie ne veut pas dire grand-chose, honnêtement. Si quelqu'un arrive à vraiment la comprendre, pour moi, cette partie n'a pas vraiment de sens, quoi. Oui, et enfin, je signale, la discussion rentre dans des détails, mais je me suis penché sur l'article 16 récemment, j'en ai parlé avec Christian l'autre jour, et à la fin du commentaire du Conseil constitutionnel sur l'application de l'article 16, et le Conseil constitutionnel argue justement de cet article 37 pour contrecarrer une partie du recours à l'article 16. Pas le fait de recourir à l'article 16, mais dans l'application des capacités du chef de l'État dans le cadre de son article 16. Et encore une fois, il se retranche derrière quelque chose d'hyper ambigu, comme vient de le décrire Luc, pour
pour barrer la route très très partiellement et même à la marge aux capacités d'action des pleins pouvoirs. Voilà. Mais là, on s'éloigne sans doute de l'exposé du. Voilà. Bah, du coup, on peut peut-être reprendre ce que. Moi, j'avais préparé un certain nombre de choses par rapport à ce qu'a dit Jean. Comment il s'appelle? Christian. J'enchaîne ou tu veux le faire? Tu veux continuer, Jean-Charles? Non, enchaîne. Moi, je dois dire que l'exposé de Christian, j'ai très très peu de choses à dire. J'en ai même quasi pas. Hein. C'est-à-dire que c'est un exposé, comme il l'a dit au départ, qui n'entraîne pas vraiment de polémique. Peut-être des précisions, comme on vient de le faire, pour rentrer dans la compréhension de tel ou tel endroit. Mais bon, bah oui, l'exposé de Christian, pour moi, je n'ai même pas de points à relever. De commentaires particuliers, peut-être qu'ils vous viendront, mais vas-y, Luc. Oui, bon, moi aussi, c'est surtout des commentaires, des remarques complémentaires, je dirais. Déjà sur les 74 ou 72 codes, déjà, et le nombre de règles, 140 000 règles coercitives, on n'arrive même pas à trouver le chiffre exact. Ceci est totalement, pour moi, incompatible avec la célèbre phrase « Nul ne saurait ignorer la loi », on ne sait même pas les dénombrer. Alors, si on n'arrive même pas déjà à les dénombrer, comment pourrait-on ne pas les ignorer? Enfin, c'est une raison pour moi qui fait tomber par rien de moins que cette notion d'état de droit. Parce que l'état de droit repose sur le fait, effectivement, que les gens qui sont sous le coup des lois, qui sont sous la juridiction des lois, connaissent les lois. Parce que sinon, au moins dans leur grande ligne. Mais là, c'est totalement impossible. C'est humainement totalement impossible, même pour des spécialistes. Puisqu'il y a des avocats qui sont spécialisés et des juges qui sont spécialisés dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Même pour des spécialistes, c'est même pas possible. Bon. Donc on est dans ce qu'on appelle l'état de droit est une mascarade, et de plus en plus une mascarade avec cette inflation législative. Et ça, c'est une tromperie démocratique. Hein. Quand on parle d'état de droit, c'est vraiment une tromperie totalement démocratique. Donc ça, je pense que c'est important. Après, tu as parlé du droit de la loi. Bah, le droit de la loi, normalement, pour moi, ça devrait être la Constitution. Tout ce qui considère, c'est ce qui va définir le fait de comment on construit la loi, justement. Donc bon, après, est-ce que c'est pas un synonyme, cette notion de droit de la loi, avec Constitution? Pour moi, ça devrait l'être, en tout cas. Sur les domaines, oui, c'est assez amusant, sur l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, cette dernière phrase qui, en fait, dit sur les lois d'obligation, hein, il y a deux types de règles coercitives, les interdits et les obligations. Sur les obligations, la forme est mise à l'envers pour dire qu'il y a des obligations qui s'imposent, quoi, en fait. Hein. Mais ils ont retourné la façon dont on l'aurait dit de manière directe, ils l'ont dit de manière indirecte. Bon. Oui, alors voilà. Bon, après, je pourrais revenir sur ce qu'on en a fait, justement, sur ces notions de droits civils et civiques et tout ça qui ne sont pas définis dans la Constitution. Enfin, c'est hallucinant qu'on fasse référence surtout à des éléments aussi importants que les droits civils et civiques qui ne soient pas définis dans la Constitution. Nous, enfin, dans la Constitution qu'on a rédigée, on a défini justement précisément les droits civils, les droits civiques, etc., leurs restrictions, etc., et les conditions de leurs restrictions et tout. Enfin, c'est extrêmement important, quoi, parce que sinon on parle de tout et n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs ce que tu dis, puisque en fait, on s'aperçoit que la description de la liste des domaines de la loi, bon, c'est à peu près tout. Hein. On a du mal à voir ce qui tombe pas sous le coup de la loi. Mais au cas où il y aurait un trou dans la raquette, ils disent tout ce qui en dépend pas, de toute façon, ça tombe dans le domaine réglementaire. Comme ça, t'es tranquille. Même on a tout prévu normalement, hein, mais s'il y avait un trou, de toute façon, c'est réglementaire. Bon, bah comme ça, peu tranquille, quoi. C'est ceinture et bretelles. Et un peu, je pense que cet article 37, dans sa rédaction, etc., ce
quelque part, c'est encore un autre trou. Des fois qu'on a encore oublié un truc, ne t'inquiétez pas, on gère tout. Hein. Je pense que c'est un peu l'esprit de ce truc qui ne veut pas dire grand-chose dans l'article 37. Alors par contre, un truc que tu as peut-être oublié, c'est quelque chose qui a été ajouté dans l'article 34 récemment, c'est le domaine de la loi sur l'avortement, là, où il a été ajouté. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Voilà. Oui. Donc ça, c'est un petit trou. Après, mais pas. Ouais, donc, mais ça a été affiché, hein, de toute façon, et ça sera dans l'enregistrement. Bon, l'histoire de la Sécu, c'est un truc unique, mais on ne va pas y revenir là-dessus. Sur les lois de finances, bon, ça dépend de la définition qu'on a de la loi. Pour moi, la loi est tout à fait pertinente dans le domaine de finances, parce que le but quand même de la politique, c'est quand même de gérer la société. C'est pas simplement, et donc de gérer notamment les budgets de l'État, des collectivités, etc., etc. Donc ça fait éminemment, évidemment, partie du domaine de la loi. Ça, c'est mon opinion, et c'est l'opinion visiblement des législateurs actuels. Je sais que Christian, tu ne partages pas cette chose, pour ça, c'est pas de la loi, mais on est dans le domaine politique quand même. Hein. Donc, gérer les revenus publics, les deniers publics, semble quand même la moindre des choses. Pour les lois de programmation, en fait, c'est un peu, enfin, ça donne une dimension. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé ça? C'est pour donner une dimension pluriannuelle justement à ces lois de finances. Parce que les lois de finances, les budgets sont annuels, sont par exercice annuel. Mais les lois de programmation, par exemple militaires, elles vont s'étaler sur 5 ans, sur 3 ans, sur 9 ans, sur des choses comme ça. Donc pour pouvoir avoir quelque chose qui a ou même des lois de planification, si on voulait faire des lois de planification, on n'est pas dans une économie planifiée, mais si on voulait faire des lois de planification, ça s'étalerait sur plusieurs exercices. Donc à partir de là, il faut évidemment sortir de cette contrainte de l'exercice et du budget à fréquence annuelle. Donc c'est la notion de loi de programmation, elle répond à ça en définitive. Donc elle est, à mon sens, pertinente. Ah oui, alors l'alerte du Conseil de la Cour des comptes. Elle intervient justement maintenant, après les élections européennes, après les élections. Comme sur le truc sur l'immigration, où c'était la Cour des comptes aussi qui avait sorti un truc juste après que la loi, elle ait été machinée. L'immigration qui était discutée, oui. Voilà. Non mais c'est vraiment une oligarchie. Hein. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment en place une oligarchie où tout le monde est copain, etc. Il y a un timing dans la sortie des trucs. Et là, donc pour pas effrayer, pour dire, en fait, la France, elle est quand même dans une situation financière catastrophique, et ça, c'est réel, quand même. Et notamment d'un point de vue du budget de l'État et des collectivités, mais également, et surtout, je dirais, du point de vue du déficit de la balance commerciale, qui est quelque chose de bien plus grave en réalité. Bon. Mais ils sortent ça en alerte. En fait, on est dans le dispositif de dramatisation exprès pour qu'un gouvernement d'union nationale se mette en place, etc., etc. Alors oui, effectivement, tu enchaînes, Christian, sur le fait que du coup, s'il n'y avait pas ce gouvernement d'union nationale, après, il y a différentes alternatives, mais dont notamment la voie réglementaire, dont Macron ne s'est pas privé très récemment, là, pour supprimer le jour hebdomadaire de congé des vendangeurs. C'est-à-dire que les vendangeurs, ils n'auront plus le droit au jour hebdomadaire de congé, par décret que vient de prendre Macron il y a 2 jours, à la fin, ces jours derniers. Donc là, pareil, on est ceinture et bretelles, quoi, hein, de toute façon, on contrôle tout et en fait, tous ces textes de loi, pour moi, cet état de droit, c'est quelque part, c'est vraiment une mascarade totale. De plus en plus, je dirais. Voilà. Oui. Là, la mascarade, je rebondis sur la mascarade. Tu as commencé par ça et tu finis par ça, Luc. Oui, il faut rappeler qui est
en capacité de produire du décret, de l'ordonnance, du réglementaire. Apparemment, enfin, ce n'est que le gouvernement et la présidence de la République et la représentation nationale est court-circuitée, on est bien d'accord, à partir du moment où il est produit un règlement, on est d'accord. Christian, tu confirmes? Oui. Oui, voilà. Donc, le problème, c'est que en matière de mascarade démocratique, on est complètement hors du champ démocratique, des prétentions démocratiques de notre République, puisque on voit que toute la citation finale de Christian au niveau des codes, etc., de tout ce qui relève du réglementaire, en fait, il y a plus de choses à la limite qui recouvrent, qui relèvent du réglementaire que les lois simples, ou en tout cas il y a une grosse interpénétration de tout ça. D'ailleurs l'article 37 le suggère justement, puisqu'il y a des textes aux apparences législatives, enfin c'est formidable. Donc voilà, donc on est dans la négation même de la démocratie, de la... Ah, il y a un enregistrement qui s'est arrêté. Allô? Je vais le relancer. Oui. L'enregistrement. C'est pas de loin, on a dû passer 1 heure, c'est pour ça. Donc je reprends. L'enregistrement est en cours. Voilà. Et donc là, il y a le problème donc du règlement qui est pléthorique par rapport à la loi. Carrément, on est peut-être en train de démontrer, de parler du fait que le règlement, en fait, la décision des élus, des notables, même pas des élus justement, des notables et de la fonction publique prime au niveau de la production des règles de coercition dans la société. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il y a quand on examine l'article 34, en fait, l'article 34 donne une impression de fourre-tout absolu. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression effectivement que un rédacteur de la Constitution s'est attelé au sujet, à essayer d'avoir une espèce de discipline dans la façon dont il va énoncer les choses. Donc, pour l'instant, les tiroirs sont à peu près bien rangés. On en tire un, on en tire deux, etc. Et puis après, il ne sait plus où mettre les trucs. C'est-à-dire qu'il fait des lois de finances, des lois de financement de la sécurité sociale, il met l'avortement dedans, il met enfin un certain nombre de trucs. C'est-à-dire que l'article 34 devient, je sais pas, une chambre d'ado avec des tiroirs qui sont absolument remplis de trucs qui n'ont pas de logique entre elles. Donc après, il y a l'excuse du fait que oui, il faut mettre telle et telle évolution constitutionnelle dans des cases pour ne pas avoir à chercher les choses. Et donc, d'ailleurs, Christian nous avait fait une petite remarque dans une autre session sur le problème de l'ordonnancement des lois. Et en fait, on se trouve devant un engluement de ces choses-là. Imaginons qu'on veuille changer la Constitution, changer la République, changer quelque chose, ou mettre à bas un pan entier et le refaire. Bon. Mais sauf qu'on se retrouve avec des tas de lois, de règlements qui sont en relation et qui font référence à tel alinéa, article et alinéa de tel endroit, de tel texte, et en particulier de la Constitution. Donc, si bien qu'à chaque fois, si on veut vraiment modifier la Constitution, il faut aller modifier en aval toutes les références faites à l'amont de la Constitution dans les règlements et dans les lois. Si bien qu'il y a une espèce de réseau, un ray de relations, de références entre les lois, les règlements, la Constitution, le bloc constitutionnel, etc. Si bien que si quelqu'un veut s'aventurer à modifier les choses, on se retrouverait en plusieurs mois et même sans doute plusieurs années pour que des légiférants ou des constituants puissent refaire un édifice où les références seraient suffisamment croisées de façon cohérente pour obtenir un édifice légal, lisible et qui tienne.
Si bien que ils sont, et nous sommes en train de tisser une espèce de toile, une espèce d'énorme toile d'araignée dont on ne peut plus sortir si on veut maintenir d'une certaine façon la rationalité d'une nouvelle organisation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux exprimer. Voilà, c'est ce qui me vient dans ces commentaires. Autrement, encore une fois, je n'ai rien à rajouter ou à contester de ce que Christian a pu dire. Voilà. Merci beaucoup. Un dernier mot, Christian, peut-être? Ton micro. Un mot. J'ai noté 6 points. Hein. Voilà. Bon, je vais passer très rapidement sur cette petite polémique qu'il y a, loi de finances, c'est pas une loi. Oui, ça, on en reparlera. Voilà, on va pas s'apesantir. Bon, On en très reparlera en rapidement. tant que tel, ouais. Ouais, moi je dis qu'une loi de finances n'a pas l'appellation loi, parce qu'une loi, c'est une règle qui s'applique à l'individu, qui interdit de faire quelque chose, qui oblige à faire quelque chose. Et la loi de finances, c'est pas ça du tout. C'est en fait un commandement exécutif, commandement opérationnel. C'est une décision de l'exécutif qui est prise par l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, elle fait la loi, elle fait les lois, mais elle a d'autres attributions, elle contrôle le gouvernement, enfin bon et notamment, enfin bref, on reviendra sur cette affaire de loi de finances, enfin, éventuellement, voilà. Alors ensuite, j'ai parlé d'inflation législative, ne serait-ce que sur le nombre de lois qu'a stigmatisé à très juste titre Luc. Trop de lois tue la loi. Trop de quelque chose tue quelque chose. Donc, on est arrivé à il y a une inflation, il y a un trop-plein. Est-ce qu'elle est asymptotique? Bon, et il y a un trop-plein qui fait que trop de lois tue la loi. Vous avez notamment, Luc, insisté sur des choses qui ne sont pas assez définies, comme les droits civiques ou les lois fondamentales. Bon, pourquoi c'est pas bien défini? Alors, vous savez, mon interprétation, c'est que c'est à dessein. Le manque de définition permet l'ajustement à certains moments par rapport à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut obliger à faire. Le fait qu'on ait des concepts aussi lourds que les libertés publiques ou que les droits civiques ne sont pas parfaitement définis, ça permet l'ajustement par une instance appelée à contrôler qui s'appelle Conseil d'État ou Conseil constitutionnel. Quatrième point, on peut regretter dans cet inventaire de tout ce qui est possible de faire la loi qu'il n'y ait pas de zone de non-droit. Y a-t-il un domaine que la loi ne peut pas investir? Et c'est une question qui est sans réponse, et en tout état de cause, il n'y a pas dans la Constitution l'énoncé, la déclaration solennelle qu'il y a quelque chose que la loi ne pourra jamais toucher. Alors, il y a quelques tentatives, hein, le droit de propriété, le droit sacré de liberté d'opinion, mais on s'aperçoit que dès qu'on met, tout de suite on met une virgule après, on dit qu'on peut le toucher. Bon. Et donc c'est une grande faille, peut-être mais la faille majeure, hein, d'une constitution qui a une vocation quand même humaniste, de ne pas être capable de déterminer un domaine que la loi ne peut pas envahir, ne peut pas investir. Et puis, on a parlé de l'interaction des modifications. Jean-Charles qui a dit on ne peut pas modifier la loi. Quand elle modifie la loi, ça impacte notre loi, etc., etc. Alors, je dirais oui et non. Oui et non. Non parce que... Après, il y a oui. Hein. Bon, non parce que les choses sont quand même faites... un petit peu, comment dire, avec des règles. C'est-à-dire qu'on modifie une loi, bon, on modifie la loi. On modifie la loi, on prend, voilà, il y a des procédures pour modifier la loi. Et quand on va sur Légifrance,
et qu'on tape n'importe quel numéro de loi, on voit quelles ont été les versions successives et les parties qui ont été modifiées et par quel type de loi. La vraie question qui se pose sur cette affaire d'interaction générée par les modifications de loi, c'est est-ce qu'il y a des lois contradictoires? Mais oui, il y a des lois contradictoires. Et là, la modification d'une loi ne prend rarement en compte cette chose-là, en disant je modifie cette loi parce que je me suis aperçu qu'elle était contradictoire avec telle autre, donc il faut quand même que la France ait un corpus juridique qui tienne debout, et donc il faut modifier cette loi. Cet argument de modifier une loi n'existe pratiquement pas, et on peut le regretter parce que nous avons débusqué, de par nos travaux, effectivement un certain nombre de contradictions entre différentes parties du corpus juridique. Et puis pour terminer, le plus important, c'est cette affaire de loi et de décret. Cette affaire de loi et de décret qui est proprement, je dirais, antidémocratique, voire inconstitutionnelle, puisque je rappelle que l'article 16 de DHC dit que tout État qui n'établit pas la séparation des pouvoirs est réputé ne pas avoir de constitution. Or, une constitution qui donne au pouvoir exécutif le droit de faire des actes législatifs, on vient d'en parler avec cette affaire d'article du 31 qui parle de trucs et qui ont des formes législatives. Bon, il faut savoir si l'exécutif fait la loi ou ne fait pas la loi. Bon, et à partir du moment où l'exécutif, parce que le domaine réglementaire, bon, c'est fabriqué par l'exécutif. Bien, alors, déjà la loi, elle est votée par l'Assemblée nationale, mais elle est proposée à 90% par le gouvernement, mais ça encore, admettons, elle est quand même votée par l'Assemblée nationale. Mais que 90% des règles coercitives, ce sont des règles qui émanent du domaine réglementaire, et qui sont produites par l'exécutif. Donc, on a là la preuve absolue, la démonstration absolue, que le pouvoir exécutif empiète sur le législatif parce qu'il fait l'essentiel des règles coercitives et que c'est contraire à l'article 16 de la DDHC. Bon, et là, il me semble que c'est le problème majeur. Cette affaire de domaine réglementaire doit être rayée définitivement de la Constitution, parce que c'est l'article le plus inconstitutionnel qui soit, et disons, c'est la verrue qui saute aux yeux. On n'en est pas encore arrivé là dans notre étude de la 1658, mais c'est vraiment le point d'achoppement. Merci beaucoup, Christian. Je te remercie dans ta conclusion d'avoir reparlé de quelque chose que j'avais noté, que je n'avais pas dit dans mes remarques, sur le fait effectivement qu'il n'y a pas de zone qui échappe au domaine de la loi. Or, il devrait y en avoir. Les principes fondamentaux, déjà. Si on doit avoir quelque chose qui devrait échapper au domaine de la loi, ce sont bien les principes fondamentaux sur lesquels on fait reposer tout le reste. Bon. Outre le fait que ça soit du droit naturel ou pas, hein, on s'était accordé sur le fait qu'il fallait s'accorder sur les principes fondamentaux. Et puis la Constitution elle-même, quelque part, qui devrait échapper au domaine de la loi, ou avoir un circuit tout à fait particulier pour être modifié. Merci beaucoup, messieurs. À la prochaine fois.